vient de paraître aux éditions Gallimard un livre de Paul Gréveillac. C'est un premier roman d'un auteur qui a une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans, et dont je voulais vous parler parce que j'ai lu ça avec un intérêt assez marqué. Je crois que c'est un grand livre qui paraît cette année et que je voudrais vous conseiller donc de lire. Le titre, Les âmes rouges, évoque naturellement le grand livre du russe Gogol, Les âmes mortes, et le contenu évoque également une pièce de théâtre fameuse de Gogol, Le Révisor, qui était à l'époque du tsarisme une critique de l'administration et de la justice et de la corruption qui régnait dans l'Empire. Et ce roman se situe dans les années un peu avant la mort de Staline, après la fin de la Première Guerre mondiale, la mort de Staline, et les années qui ont suivi. Et au fond, se termine après la chute de l'Union soviétique et même les dernières pages dans la Russie de Vladimir Poutine. Entre-temps, c'est donc presque 50 ans d'histoire de l'Union soviétique. Et avec un talent immense et une culture et une documentation qui défie même l'imagination pour quelqu'un de jeune qui n'a pas connu cette période-là, où a-t-il été chercher tous ces renseignements qui fourmillent, ces citations, ces références, cette immense culture qui est développée là, pour rendre compte d'une société, dire que cette société a existé. Ça s'appelait l'Union soviétique. Et au fond, un peu comme les grands romanciers russes, à travers deux destins individuels, deux jeunes gens dans les années 50, qui ne se connaissent pas au début du roman. Ils vont se rencontrer un peu par hasard. L'un est ukrainien et l'autre est russe. Tous les deux ont perdu leur père pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale. Ils ont été élevés par leur mère. Et ils ont fait des études, mais pas assez brillantes, bien qu'ils aient été des jeunesses communistes et qu'ils aient été encadrés dans le Parti communiste, mais probablement ils n'étaient pas d'une extraction assez bonne dans la nomenclatura de l'époque pour accéder à des postes importants. Et le héros principal va travailler très vite. Il connaît beaucoup de langues, il pratique 5 ou 6 langues, l'anglais, le français, l'italien, etc. Et il va rentrer dans un service qui est le service de la censure. Alors ça ne s'appelle pas la censure, mais ça s'appelle le comité pour l'examen des œuvres. Alors c'est elle qui décide si on doit publier ou ne pas publier, éventuellement supprimer de la circulation des écrits qui ne sont pas conformes à la ligne qui est fixée par la doctrine littéraire et artistique définie sous Staline par Jdanov et ensuite par tous les censeurs jusqu'à Souslov qui présideront en quelque sorte aux destinées de l'art et de la littérature soviétique. L'autre personnage, cet Ukrainien, est un géant très, très, très bien bâti, avec des grandes mains, et lui est rentré, il voulait faire une école du cinéma, il fait cette école du cinéma, mais il n'accède pas au premier rang, il finit projectionniste au studio de la Gosfilm, qui était l'organisme d'État qui s'occupait du cinéma dans l'Union soviétique, et il est projectionniste dans cette espèce de grand studio énorme qui est près de Moscou, et il projette des films pour les membres du comité central ou du bureau politique, les personnalités. On voit arriver un jour Khrouchtchev en 58 ou 59 pour voir le film qui a le grand succès à l'époque, qui était présenté à Cannes, Quand passent les cigognes. Et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, qu'il va rencontrer un peu par hasard, parce qu'il cherchait les toilettes, il est rentré dans la cabine de projection, l'autre héros, donc le russe, qui est censeur donc, dans l'organisme de littérature. Ils vont sympathiser, se rencontrer, ils vont connaître chacun des jeunes filles avec lesquelles ils vont sortir et mener cette vie de gens qui sont très occupés et qui et se méfient l'un l'autre d'ailleurs. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce qui est décrit, c'est cette atmosphère terrible où la moitié de la population surveille l'autre et où les murs ont des oreilles, où le moindre faux pas vous met dans les griffes du KGB et de là au goulag, etc. Et ces deux destins
d'une certaine tristesse. Ça pourrait s'appeler les âmes grises, mais le titre était déjà pris d'ailleurs, car vont finalement les rapetisser. C'est un destin tragique. Celui, par exemple, qui est projectionniste, finira par se disputer, par écrire des écrits séditieux et être dénoncé, arrêté par le KGB, mis en hôpital psychiatrique, drogué. Il manque de mourir, il s'en sort à peine, enfin il arrive à se rétablir et il mourra pas très très vieux et dans cette espèce d'état désespéré. Et l'autre va poursuivre sa carrière jusqu'à l'effondrement du bloc du pouvoir soviétique et il va prendre sa retraite. Et le roman se termine d'ailleurs par une réunion d'anciens, très nostalgique et très tragique en même temps, car on comprend que ce qui s'est passé est terrible. Et entre cela, il y a aussi la vie de l'Union soviétique avec ce qu'elle avait en même temps de talent dans le cinéma, des films magnifiques, et dans la littérature. On voit passer naturellement les personnages de Boris Pasternak et de son docteur Zhivago, sorti clandestinement, le Nobel qui lui est attribué. On l'oblige à refuser le Nobel. Il meurt 2 ans après, en 1960, pauvre Pasternak. On voit Solzhenitsyn jusqu'à son expulsion en 1974, et on voit un immense livre, un chef-d'œuvre qui ne sera pas publié de son vivant, l'auteur mourra avant, c'est le chef-d'œuvre Vie et destin de Vassili Grossman. Et à travers ces 3 œuvres, on comprend que, au fond, dans sa mesquinerie et sa volonté de défendre un ordre politique et social qui, au fond, aurait pu satisfaire une partie de la population si un peu de liberté avait été laissée à ces gens-là, et si pour défendre, encore une fois, un système économique et social, on n'avait pas employé ces moyens épouvantables de briser les hommes, de vouloir détruire les talents et même le génie. Et au fond, c'est cette histoire qui nous rappelle tellement d'événements, tellement également, encore une fois, de souvenirs littéraires, artistiques. On évoque la figure de Maïakovski, d'Akhmatova, de tous ces gens qui ont été finalement des martyrs d'une cause pour laquelle ils s'étaient engagés, une cause à laquelle ils avaient cru, comme Solzhenitsyn d'ailleurs. Eh bien, cette cause-là les a brisés. Et donc, vraiment, c'est un livre poignant, mais qui est fait aussi je dirais, sans haine et sans esprit, sans mauvais esprit. C'est-à-dire, il nous donne à voir et à comprendre l'Union soviétique, au fond, avec une sorte de distance qui fait que ce n'est pas un livre polémique. Le sujet est assez grave et ce qu'on en retire est suffisamment puissant pour que l'auteur, avec beaucoup de talent, ne s'apesantisse pas, ne fasse pas de leçon de morale. Les personnages, ce sont des êtres humains, comme nous tous. Et ces êtres humains, ils ont leurs faiblesses, ils ont parfois des bons moments, parfois un peu d'humanité, un peu de grandeur même, mais ils sont brisés par l'idéologie qui les a écrasés. Voilà, donc je recommande vivement ce livre chez Gallimard, hein, les âmes rouges, à lire pendant l'été. C'est une des meilleures lectures que vous puissiez faire.